Yeah. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Ooh. Madidida, oi oi oi. Pays la joie, oi oi oi. Écoute ça, oi oi oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi oi oi. C'est un seul famille, oi oi oi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Alors bonjour à tous les téléspectateurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Paris, du Luxembourg, de la Belgique. Et aujourd'hui, on va passer une après-midi fort sympathique avec un jeune homme qui se prénomme Lucas Valéry, et qui va nous entraîner dans son univers, le monde des bulles. Et je vous avais promis une belle surprise, et Lucas est là avec nous cet après-midi pour nous parler de qu'est-ce qu'il fait pour la Martinique. Alors Lucas, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous de m'avoir reçu. Bonjour la Martinique. Bonjour au monde, puisqu'on est même sur Internet aussi, Lucas. Donc, où que tu aies des amis, tu peux t'adresser à eux, parce qu'on est vu sur le satellite, sur la télé d'Orange, la Bouygues Télécom, aux États-Unis, au Canada. D'accord, bonjour tout le monde alors. Alors Lucas, merci d'être là. Donc tu viens cet après-midi nous parler de ton univers, des petites bulles. C'est ça, de la bande dessinée en particulier. De la bande dessinée. Et tu as un projet, on dit projet ou bien non, c'est pas un projet. Si, c'est un projet. C'est un projet, mais un projet qui est entamé. C'est en cours, oui, tout à fait. C'est en cours. C'est un projet à long terme qui est né déjà il y a un peu plus d'1 an et qui mérite encore une petite année de plus pour voir la fin arriver, quoi. D'accord. Alors Lucas, toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, ça au café ici, qui ça tu n'es pas assigné à résidence. C'est pas toi qui viens du Morne-Rouge. Non. non, je viens pas même du Morne-Rouge. Même si là où on va aller, on se profile vers le Morne-Rouge. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Mais non, moi après moi je suis un Breton, mais qui a passé ma jeunesse en fait en Martinique, au Diamant. Et j'ai grandi là, j'ai fait mon collège, après je suis allé au lycée à Rivière-Salée, j'ai passé mon bac. Et là je suis rentré en fait en métropole pour mes études, faire des études d'infographie, où j'ai appris, j'étais dans le nord de la France, alors je vous raconte pas le décalage en fait entre la Martinique et le nord de la France. Le Diamant et le nord de la France. C'est ça, exactement. Mais bon, heureusement que je faisais quelque chose qui me plaisait, donc c'était de faire des films d'animation en fait, c'était une école pour faire ça. Des films d'animation en 3D, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et après, j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, à travailler sur des films, des longs métrages d'animation, toujours à Paris. Et j'ai eu des périodes où je suis parti en voyage un peu autour du monde, jusqu'à finalement, il n'y a pas très longtemps, là, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, où je suis revenu sur les terres de ma jeunesse, c'est-à-dire la Martinique, le sud de la Martinique en particulier, mais pour raconter le nord de la Martinique qui me plaît particulièrement. D'accord. Alors, cette émission, c'est pour un petit clin d'œil à Marie-Josée, à toute l'équipe de l'Espace Beauté Marie-Josée, qui tous les vendredis ont un travail commensurable, c'est ma mise en beauté. Donc, je remercie Armel pour mon maquillage et je remercie Marie-Josée pour ma coiffure, et surtout le fils de Marie-Josée fait des études comme toi. Il est parti à Angoulême. C'est là que ça se passe. Et c'est une des villes où ça se passe. Tout à fait, Et donc il est là-bas, on l'avait reçu avant de partir, et il est parti pour combien d'années? Ça peut être 2 ou 4 ans en fait, ça dépend. Donc c'est la première année, donc 2, 4 ans ou 5. Il faut tout ça d'années pour faire des bandes dessinées, mais c'est un vrai métier. Non, en plus c'est pas du tout mes études, moi je suis parti après complètement à côté. En fait on peut faire des études de bande dessinée, c'est possible, on peut faire des études d'illustration. Mais on peut aussi très bien ne pas faire d'études du tout et y arriver sur le tas. Et en fait, c'est comme tous les métiers, on peut toujours se former d'une manière ou d'une autre. Après, c'est une question de motivation et d'envie personnelle. Alors, raconte-nous, à quel moment tu te dis je veux en faire mon métier, puisque c'est ton métier aujourd'hui. À quel moment? Est-ce que enfant, tu étais déjà très fort, comme les copains qu'on a en classe qui savent super bien dessiner, tout le monde veut un dessin? Oui, voilà, c'est un peu ça. Sauf que j'étais pas très fort, mais enfin, je pourrais pas le dire comme
ça, mais ouais, j'aimais beaucoup dessiner, je dessinais tout le temps. Et, oui, j'étais le petit gars timide au fond de la classe qui faisait ses dessins dans les marges de ses cahiers, quoi. Et qui croquait les copains pour, avec des caricatures. Et qui faisait des dessins pour les filles. Et qui fait, oui, bah, mes filles avaient un copain comme ça qui faisait des magnifiques dessins. Ouais, j'ai quelques souvenirs, mais et bon, donc bon, il y a toujours la petite chose où moi je me rappelle que quand j'étais petit, je voulais être prof d'art plastique ou faire de la bande dessinée, c'était toujours ce truc-là. Et puis finalement, je crois qu'au fur et à mesure, on m'a dit ouais, mais non, mais la bande dessinée, bon, c'est pas un métier, ou peut-être que je me le suis dit tout seul. Ouais. Et finalement, j'ai fait un bac général. Après, j'ai fait des études d'animation, donc vraiment, je voulais travailler dans les effets spéciaux, dans le cinéma, ce que j'ai fait pendant 10 ans. 10 ans. Ouais. Ah oui, donc tu as travaillé dans le cinéma. Ouais, dans le cinéma d'animation, vraiment à proprement parler. Et ce qui était vraiment très chouette, et là pour le coup, c'est un métier qui paye et qui était très bien dans la pub, dans les clips, dans les courts-métrages. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de peut-être travailler pour les autres, où j'avais envie de raconter mes histoires, en fait, d'être mon propre réalisateur et pas avoir une équipe de 150 personnes pour faire un film si j'en avais envie. Alors qu'est-ce que tu as fait comme film, Lucas, quand tu travaillais dans le cinéma? Alors, j'ai travaillé sur Moi Moche et Méchant. Ah oui, premier. Oh là, mes petits enfants adorent ça. ouais, j'ai bossé dessus. Là, je vais leur dire, j'ai rencontré celui qui a travaillé sur Moi Moche et Méchant. On était 250. Hein, oui, mais tu y étais. Voilà, c'est ça. Il y a mon nom au générique. Ouais. Et dernièrement, le Astérix aussi, le dernier Astérix au Domaine des Dieux. D'accord. J'ai fait l'animation du générique, mais après, ça peut être des petites choses comme une série qui s'appelle... une série pour les enfants, Patestan en fait, qui s'appelle... ça passait dans des heures matinales le matin. Ouais. Dédé pour le loto. Le loto Dédé, c'était un petit jeu de la Française des Jeux. D'accord. Les jeux à gratter, ça c'est des pubs en fait, mais... pour le cinéma où il y avait Michael the Turtle aussi, c'était un truc d'Universal, je me rappelle, une petite tortue qui faisait des bonds partout. Enfin, Universal Studios. Oui. D'accord. Et après, pas mal d'autres choses, mais c'est vrai que c'est des clips ou des pubs ou des courts-métrages qui passent dans des festivals ou dans des heures tardives le soir, donc du coup, les courts-métrages sont pas très diffusés non plus, quoi, c'est pareil. Et puis après, je me suis orienté plus vers la BD qui est vraiment là pour le coup une profession de foi, parce que c'est pas un métier où on y rentre pour gagner de l'argent forcément. Et quand on vient d'un métier qui gagne plutôt bien sa vie, on se dit c'est vraiment un choix. Ouais. C'est-à-dire déjà ne pas rester 8 heures par jour devant un ordinateur, faire quelque chose de ses mains et se détacher des capitales en fait, parce que c'est un métier qui est bien, l'animation, que j'adore toujours. Mais je suis obligé de rester soit à Paris ou à Bruxelles ou dans les grosses villes, si je veux vraiment travailler sur des projets intéressants, quoi. Et donc du coup, j'avais envie aussi de vivre ma vie en fait, et d'avoir mes aspirations. Et alors là, on peut faire le pont sur la BD sur laquelle je suis en train de travailler, si vous voulez. Bien sûr. Et donc voilà, l'année dernière, il y a encore 2 ans, ma femme et moi, on vivait à Bruxelles. Et on est reparti en fait en Martinique, donc ses parents habitent toujours à Sainte-Luce. On est reparti les voir pendant 1 mois. Et alors là, ça nous a fait un bien, mais fou, quoi. Oui. Ça faisait 6 ans qu'on n'était pas rentrés. Oh, la Martinique, c'est génial. Et puis alors, quand on vient de Bruxelles, pareil. Hein, c'est la grisaille à Bruxelles. J'adore Bruxelles, mais c'est vrai que en hiver, c'est dur, quoi. Il y a des bars, heureusement, mais les gens sont formidables. Mais bon, on arrive ici, c'est plein de couleurs. Puis c'est la jeunesse, quoi. C'est le cœur qui parle, en fait. Ouais. Et donc, on fait notre petit tour. Moi, j'avais fait mon blog BD déjà depuis 2-3 ans. Et donc on commence à faire une randonnée sur la montagne Pelée, qui est un endroit que j'affectionne particulièrement. Et donc en revenant, moi j'avais encore toutes mes images dans la tête de la Martinique, et puis il faisait gris, j'avais envie de me rester accroché en fait avec la Martinique. Donc du coup j'ai commencé à raconter ça sur mon blog en BD en fait, à raconter des petites histoires. Et à un moment, je dis je vais raconter ma randonnée sur la montagne Pelée, parce que c'est quand même quelque chose là-haut. Moi, j'y suis jamais allé. C'est magique. Hein, il paraît. C'est Jurassic Park sans les dinosaures en fait, quoi. D'accord. Et donc il y a de la brume, parce que j'ai jamais réussi à y monter alors qu'elle était dégagée, malheureusement. Mais donc je voulais raconter cette randonnée-là, donc je me dis je peux pas raconter ça sans raconter ce qui s'est passé, parce que c'est quand même une histoire importante. Ouais. Et je commence à me documenter sur internet, et puis alors je lis Wikipédia d'abord, parce que c'est le premier truc, mais ça me renvoie sur d'autres articles, d'autres livres, et puis j'y passe des nuits et des nuits, parce que ça commence à me passionner. Je me dis une page ça suffira pas, il en faut au moins 3, peut-être 4, 5, allez je vais faire 3 chapitres.
Ah, et puis ça revient, et puis non, c'est pas possible, il faut que j'en fasse un livre, il faut que j'en fasse une bande dessinée, il y a vraiment moyen de raconter quelque chose, et du coup je suis parti sur un format de 250 pages. 250 pages, donc. Voilà, 250 pages. Donc j'ai monté mon dossier, que j'ai envoyé à des maisons d'édition, et au final, il y en a quand même une qui m'a répondu. En Belgique? Non, elle est en France. En France? Elle est en France, qui est une petite maison, enfin une moyenne maison d'édition en bande dessinée. Mais qui m'a fait confiance parce que c'est quand même ma première œuvre en tant qu'auteur en fait de bande dessinée, et comme c'est un gros volume en couleur, les gros éditeurs en fait font pas forcément confiance aux jeunes qui arrivent comme ça, qui débarquent. Donc il faut que je fasse mes preuves, donc là c'est très bien, ils m'ont fait confiance et je leur en remercie particulièrement. Et donc maintenant, j'ai encore un an de travail. Et alors, on va aller voir donc tu as un univers aussi de cartes postales. Tout à fait, oui. Des cartes postales, mais qu'on trouve pas. Elles sont pas très accessibles, ces cartes-là. C'est parce que ça vient de commencer, en fait. Ah, d'accord. Ça vient de commencer, et alors ça devient accessible dans le sud de la Martinique. Il y a beaucoup de boutiques touristiques qui commencent à les vendre, notamment au Marin, à Sainte-Luce, à la Carambole, aux Trois-Îlets, à la Poterie, au bourg de Trois-Îlets, à la Casébule, donc le magasin de BD de Fort-de-France, à Saint-Pierre aussi. Et est-ce que j'en oublie pas, parce que sinon ils vont pas être contents. on va aller voir tout de suite. On va voir une de tes planches. Oui, on est en direct. Donc ça c'est le présentoir. Ça c'est le présentoir de la Casébule, voilà, avec les cartes. Ça c'est les cartes humoristiques. Donc alors là, ce sont. On peut revenir sur la première image. Les inconvénients du direct. Voilà. Donc là, ça s'appelle Lulu et... C'est Lila Lulu en fait. Lila Lulu, voilà, donc la Martinique, c'est Lila Lulu. Et sur ça, donc, on représente tous les paysages invasifs et y a pas de, tu peux parler dessus. Oui, en fait, j'ai deux collections. C'est-à-dire que j'ai une collection de format paysage comme ça, les longues, qui sont vraiment des paysages en dessin, quoi, donc dessin et couleur. Mais c'est des endroits, je voulais sortir de la prise de vue de carte postale qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire la plage, bon, j'en ai quand même fait une, mais plutôt des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir en carte postale pour aussi faire découvrir en fait aux touristes la Martinique. La Martinique d'un peu derrière. Et donc ça, c'est la deuxième série, c'est plus des cartes format normal humoristique où c'est... Moi, j'adore le chip. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a 4 chips, il y a le... Et puis... Et, voilà. Et c'est vrai que le quatrième, là, on peut oublier. Ouais, c'est ça. Et donc là, le paysage, toujours, donc la montagne, le saut du gendarme. Non, c'est la cascade Couleuvre, c'est près de l'Anse-Couleuvre, au-dessus du Prêcheur. Et il y a les Salines, il y a la Pointe Fola, le diamant vu de la montagne Vauclin, la trace des Caps, donc avec les cactus, un paysage qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en tant que touriste. Bien sûr. Disons que c'est pas le paysage qu'on s'attend à voir quand on arrive en Martinique. Et il y a Mornevert, alors c'est pareil, c'est pas un endroit où on va beaucoup. Les racines des figuiers maudits qui sont à l'habitation Clément. Oui, qui sont magnifiques. Les figuiers maudits, ils sont trop beaux, ces arbres. Ah ouais, j'adore ça. C'est trop beau. Ça raconte tellement de choses en fait. Ouais. Donc il y a Saint-Pierre, mais alors vu de derrière, et puis plein d'autres points de vue. Puis j'aimerais bien aussi agrémenter pour faire le tour de la Martinique. Donc c'est un travail qui prend du temps. Et si j'ai créé ça, c'est par amour par la Martinique, bien évidemment. Et c'est aussi pour la deuxième raison, qui est la suivante, c'est que la BD, ça ne paye pas beaucoup malheureusement. Donc il faut bien faire quelque chose à côté pour vivre, et autant joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que mon boulot c'est de faire du dessin, donc si je peux en vivre, tant mieux. Et puis j'aime bien faire des images, je me dis qu'en plus ces images voyagent avec les gens, donc c'est chouette. Et pourquoi tu ne fais pas du crowdfunding? Pourquoi tu n'invites pas? Le principe du crowdfunding est connu, aujourd'hui est usité aussi. Oui, je pense en faire, c'est possible. Alors déjà je vais aussi demander des subventions à la région, et j'aimerais essayer de faire appel peut-être aussi à du mécénat, c'est-à-dire comme le Fonds Saint-Jacques, coucou, je viendrai vous voir bientôt, si je ne suis pas déjà venu. Fonds Saint-Jacques ou bien
L'habitation Clément. Eh ben, l'un ou l'autre, ou les deux, hein. peu importe. Mais en fait, dans l'histoire, c'est que, bon, bah là, on a bien vu avec le festival d'Angoulême, c'est que bah, la BD, c'est un des métiers les plus précaires qui soit. En fait, il n'y a aucune couverture sociale ou très peu. En plus, là, il y a encore des mouvements qui font qu'on nous demande encore plus de participation de cotisation pour les retraites, alors qu'on gagne rien en fait. Enfin, moi je suis payé, je vais vous dire honnêtement, pour faire 250 pages. Bon, c'est une petite édition, déjà elle m'a pris, c'est très chouette, elle me promet d'éditer mon livre, mais elle me paye 5 000 € pour tout faire, ce qui est peu en fait. 5 000 € sur 2 ans. 5 000 € sur 2 ans de travail, mais bon, c'est vraiment pas du tout leur faute, c'est comme ça que ça marche en fait. Et encore, ils me payent bien parce que ils sont petits, ils prennent des risques, et après j'ai 12% en fait sur les droits d'auteur, ce qui est beaucoup, normalement c'est 8%. Mais les 5 000 € que je touche, c'est des avances sur droit, donc c'est-à-dire que je vais devoir rembourser ça en fait après en fonction des premières ventes que j'aurai. D'accord. Et donc voilà, en fait, après 5 000 €, ça permet pas de vivre en fait sur c'est un métier à plein temps, c'est-à-dire que je peux pas me permettre de faire ça le soir en rentrant du travail. Pour être dans les temps, j'ai 250 pages à faire, il faut que j'en fasse une par jour. Une planche, c'est grand comme ça, il faut que je la conçoive d'abord, après que je fasse mon dessin, que j'encre après avec ma plume, et après qu'il y ait la mise en couleur. Donc moi, même si je me permets de ne pas prendre trop d'argent dessus, il me faudrait au moins de l'argent pour payer un coloriste, par exemple, qui est la personne que je vis est un Martiniquais en plus, qui a un grand talent. Et enfin bon, voilà quoi, c'est une grosse entreprise. Explique-nous comment ça se passe. Alors, quand tu décides, donc ça va s'appeler Siparis. On peut dévoiler déjà un peu? Oui, bien sûr. L'histoire, c'est pas un secret pour personne. On la connaît. Donc, alors, raconte-nous l'histoire de cette bande dessinée. Eh bien, alors, donc, ça s'appelle Siparis, le prisonnier de Saint-Pierre. Oui. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de bande dessinée sur lui. Voilà, on a là. Voilà, exactement. Et bon, alors, il y a déjà eu une bande dessinée en fait sur le Belém. Alors ça, c'est ce qu'il faut savoir, ça c'est les planches que j'avais fait sur mon blog. Hein, donc c'est pas le produit définitif en fait. Maintenant c'est quand même un peu plus poussé. Est-ce que j'ai des dessins définitifs? Non, j'en ai pas sur mon blog. On peut revenir sur Siparis. Et donc en fait, ça raconte l'histoire de la montagne pelée à cette époque-là. Siparis, c'en est le prétexte, c'est le fil conducteur, mais parce qu'il y a beaucoup de choses en fait de sa vie qui sont un peu passées sous silence. Donc là, on voit. Ça, c'est très bien, Siparis qui sort de cette montagne. C'est chouette. Hein. Ouais, c'est le survivant, c'est un peu l'emblème en fait. En Martinique en tout cas, tout le monde connaît Siparis quoi, mais c'est vrai que chacun a sa petite histoire, sa petite anecdote, et puis bon, on ne sait pas quelle est la vraie histoire. Après moi je me suis beaucoup documenté, mais je suis même pas sûr de savoir si c'est vrai en fait, mais il y a eu beaucoup de témoignages, j'ai trouvé des documents aussi officiels, j'ai même son acte de naissance en fait. Ah oui, il est né quand? Il est né un 25 juin je crois, je sais qu'il est cancer. Juin ou juillet, cancer, ça va en juillet aussi. Ouais, mais c'était 25 juin, je crois. 25 juin, et de quelle année? Alors il avait 27 ans hein, au moment de... Ah, il était jeune. Ouais, au moment de l'éruption, donc c'était en 1902, c'était en 75 je pense. Ouais, 1860. Non, 1976. 1800, c'est bien ça, 1875. Voilà. Bon, alors l'histoire, ça raconte pas sa naissance non plus, hein, mais tu as retrouvé cet acte de naissance aux archives sur Internet. C'est pas vrai. Si. Mais en cherchant bien, en fait, des fois, on trouve pas beaucoup de choses. Et puis il suffit de changer les mots, ou alors de faire des recherches en anglais. Puis alors on tombe sur d'autres choses. Et puis alors après, il y a des fonds, des banques d'images, beaucoup de choses. Et puis on trouve plein de choses. Il y a une lettre que le Père Marie. Donc le Père Marie, c'est un personnage assez essentiel. C'est le curé du Morne Rouge en fait qui a recueilli Siparis après l'éruption. En fait, il y a eu trois bougs en fait qui sont arrivés à Saint-Pierre en fait pour fouiller un peu. On ne sait pas trop en fait ce qu'ils venaient faire dans les ruines de Saint-Pierre parce qu'il y a beaucoup de pillards à l'époque. Mais bon, ils venaient un peu faire du repérage, on va dire, et puis ils ont entendu les voix qui sortaient du cachot et qui suppliaient en fait de venir les aider. Donc Siparis dira par la suite, oui, j'ai beaucoup crié en fait, mais les gens avaient peur. Ils disaient, ah, aux zombies, mon Dieu, il y a quelqu'un. Oui. Et donc finalement, eux, ils ont un peu surmonté leur peur. Ils sont allés voir, ils ont trouvé donc Siparis. Ils ont défoncé la porte parce qu'il y avait de la cendre qui était montée en fait en haut du cachot. Et donc du coup, ils ont pété un peu la porte. Ils ont ça c'est quoi, 3 jours, 4 jours après? 3 jours après. 3 jours après.
Et donc ils l'ont sorti de là et il était couvert de brûlures, mais bon, c'était quand même un gars très robuste et ils ont réussi à le ramener, en fait, ils lui ont donné à boire et ils l'ont ramené à Morne-Rouge par la petite route qu'il y avait, le petit sentier, et ils l'ont ramené au curé. Parce qu'en fait, Syparis, quand il est sorti de la prison, il voulait rentrer au prêcheur, en fait. Son premier truc, c'était un gars du prêcheur. Il dit, moi, je veux rentrer au prêcheur, qu'est-ce qui se passe? Et puis il découvrait, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais t'as rien vu. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc on lui dit, mais non, on va pas au prêcheur, la ville s'est fait évacuer, et puis de toute façon, tout est coupé, puisque la route était coupée par les éboulements. Oui, il y avait eu en fait la coulée sur l'usine Guérin à l'époque qui avait coupé la route. Et donc plus rien n'était praticable, donc ils l'ont ramené au Père Marie, en fait, donc à Morne-Rouge, qui était un homme très bon, et qui l'a pris sous son aile, qui a essayé de le soigner, et qui avait un peu de mal quand même, parce qu'il n'avait pas ce qu'il lui fallait, en fait. Il n'y avait pas assez de médicaments. Surtout que c'était des brûlures importantes, c'était pas des petites brûlures. Hein, exactement. C'était pas une petite brûlure. Ah non, il était vraiment profondément brûlé. Oui. Et donc, l'histoire de Syparis, elle a commencé à faire le tour, en fait, un petit peu le tour des médias à l'époque, les journaux en parlaient, et notamment aux États-Unis. Beaucoup aux États-Unis. Beaucoup aux États-Unis. En fait, curieusement, en fait, même au niveau des aides économiques que la Martinique a reçues, les États-Unis ont donné beaucoup plus que la France, en fait. Et la France a été éclipsée comme un fait divers. À l'époque, c'est vrai que même aujourd'hui, je pense, de par la proximité géographique, on est proche des États-Unis. Beaucoup de bateaux transitaient par Saint-Pierre pour continuer vers les autres îles. Exactement, exactement. Et du coup, il y a beaucoup de journalistes en fait américains qui avaient été au courant de cette histoire et qui sont venus. Et notamment George Kennan, qui a fait un très bon livre qui s'appelle Le désastre de la Pelée, qui est vraiment, ça se lit tout seul, où il raconte vraiment, c'est un journal de bord, où on le suit, qui prend son bateau, qui est en cale avec tous les autres journalistes sur le bateau, qui arrive à Fort-de-France, et qui veut aller voir Saint-Pierre, et qui a entendu parler donc de Syparis au Morne-Rouge. Et donc il va voir le Père Marie, qui lui montre Syparis, qui est dans une petite case, un petit peu en quarantaine. Et il va le voir, et là il est assis, paisible, dans sa petite cabane. Mais il a plein de brûlures, il est atrocement brûlé, et il souffre encore, et donc c'est purulent, il y a des mouches, et il se dit, oh là là, oh my god, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc il repart à Fort-de-France, et il ramène des médicaments, en fait, c'est ce qui va le soigner. Et c'est ce qui va peut-être le sauver aussi, parce qu'il aurait pu, faire une infection sur infection. Je pense qu'il était bien infecté. Oui, clairement. Ouais. Donc bon, le Père Marie était très gentil, mais il n'avait pas ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Et donc après, cet homme-là, George Kennan, a publié son livre aux États-Unis, qui a fait grand bruit, et ce qui fait que le cirque Barnum, en fait, en a entendu parler, et est venu le chercher, en fait, l'année d'après. En Martinique, donc au moment où ils l'ont pris, parce que le Père Marie est mort aussi entre temps, parce que donc du coup je ne vais pas tout dévoiler, mais bon, ça sortira l'année prochaine, donc vous aurez oublié d'ici là. Hein. Mais il y a une autre éruption, parce qu'il n'y a pas eu une seule éruption. En 1902 il y en a eu plusieurs, et il y en a une qui a notamment détruit aussi Morne-Rouge dans l'été 1902, et qui a tué aussi le Père Marie. Donc Syparis, le pauvre Syparis, était encore une fois tout seul, qui a encore survécu à cette éruption. Alors ça, on ne sait pas trop comment, mais ça, vous verrez ça dans le livre, hein, j'en fais toute une histoire. Mais donc après donc il s'en va sur le bateau avec les frères Barnum, Barnum et Bailey, et part à l'aventure pour un an avec eux. Vers la Nouvelle-Orléans, et ça commence à New York, en fait. La tournée commence à New York, et il tourne un an. Bon, mon histoire s'arrête là, je vais pas trop plus loin, en fait, parce que bon, c'était pas le thème non plus. Après, je fais une espèce d'épilogue qui raconte un petit peu. Donc ce qu'on sait après, c'est qu'il aurait tourné en Amérique pendant un an, mais bon, Syparis, il faut se remettre à l'époque, il arrive aux États-Unis, c'était encore un pays hyper ségrégationniste, bien sûr, raciste. Lui, il parlait que créole quasiment. Il était dans un cirque, et donc du coup, il s'est retrouvé seul très vite, et il est ressombré dans l'alcool, il aurait refait de la prison. Et après, bon, c'est un peu flou quand même ce qui se passe, et on sait qu'il est mort à Panama, en fait, des années plus tard, en fait, en 1932, je crois, lors de la dernière éruption de la montagne Pelée. Donc, ce qui est assez curieux. Mais lui, il est mort d'une piqûre de moustique, parce qu'il est mort d'une crise de palu. Oh, il a eu le chikungunya. Voilà. Donc voilà, il a échappé au volcan, mais pas au moustique, quoi. D'accord. Mais voilà, donc c'est une histoire qui
qui est pleine de symboles en fait, pleine de sens, de belles images. Et bon, là je vous ai raconté que la fin, bah, j'aurais pas dû commencer par le début, mais il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Et donc tu dessines des cartes aussi, parce que les cartes, c'est toi qui les dessines? Alors celle-là non. D'accord. Alors on va continuer avec la planche. Donc on a le cachot de Cyparis sur on continue avec les planches. Alors ça c'est ce sera la première de cours. Ouais. Donc ça c'est des pages alors que j'ai refait en fait. Hein. Ouais. C'est donc une randonnée. Donc il y a deux personnages principaux en fait dans l'histoire. Donc il y a Cyparis qui se fait arrêter dès le début de l'histoire. Donc ça commence avec un conte créole comme ça qu'un vieux bonhomme raconte autour d'un feu. Avec un yékou-yékouak. Voilà, c'est ça. Et donc il raconte une histoire qui est un peu symbolique. C'est un vieux conte créole que j'ai trouvé qui se racontait à l'époque à Saint-Pierre. Ah bon, alors tu pourrais nous, c'est quoi le conte? Alors je ne l'ai pas en créole là, mais c'est l'histoire d'un enfant on lui a offert une flûte en fait à son anniversaire, donc il adore sa flûte mais c'est un peu une bourrique quoi, donc il aime pas, il en fait qu'à sa tête, et puis alors sa maman et sa nourrice lui prédisent plein de malheurs tellement il est têtu. Oui. Et un jour en fait ils partent en balade, avec sa maman et il s'engouffre dans le bois, et puis à un moment, il pose sa flûte parce qu'il en a marre de la porter, alors il continue, puis au bout d'un moment il dit à sa maman: ah, j'ai perdu ma flûte, je vais la chercher. Finalement hop, il retourne la chercher. Et puis à sa mère, elle n'a pas eu le temps de crier ouf qu'il est déjà parti. Et donc je ne la raconte pas comme un conteur. Hein, non, mais vas-y, mais les téléspectateurs qui nous écoutent, et s'ils connaissent cette histoire, qui nous appellent au 05 96 71 27 07 pour nous conter s'ils s'en souviennent. Ça s'appelle Pélamanlou. Pélamanlou? Pélamanlou, oui. D'accord. Et ah ben non, mais c'est bon. Ok. Pélamanlou. Pélamanlou, ouais. Donc du coup, donc ce petit enfant là qui est têtu comme une mule repart chercher sa flûte. Sa maman se retrouve toute seule. Enfin, c'est surtout lui qui se retrouve tout seul en fait. Il récupère sa flûte. Et puis là, il se dit: oh, je me retrouve à l'orée du bois, j'ai ma flûte, mais je suis tout seul maintenant. Bon, je vais commencer à marcher dans le bois. Donc il marche. Et puis là, il n'a pas fait 10 pas qu'il entend comme un bruit derrière lui, et puis il se retourne, et c'est un grand cheval avec des cornes qui est là, et qui lui dit: mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci, petit garçon? Tu devrais pas être tout seul dans les bois, il y a des monstres qui rôdent. Et puis tu n'as pas de mère, comment ça se fait? Et où ta mère? J'ai lu moi. Voilà, exactement. Je me souviens plus très bien, mais c'est ça. Et donc il dit: là t'es venu chercher ma flûte. Ah, tu as donc une flûte, mais joue-nous donc un petit air de ta flûte. Donc c'est là qu'il fait Pélamanlou, Pélamoli, Coralie Belli, Coralie Bella, et puis Ploum Ploum. Et donc voilà, il dit: ok, bon, d'accord. Bon, c'était pas un mauvais bout, alors il le laisse partir. Donc il continue. Et là, il commence à prendre un petit peu peur quand même, parce que bon, il n'est pas rassuré, c'est le soir. Et puis là, il entend encore un bruit, puis c'est une créature encore plus grosse, un gros zombie. Je ne sais plus ce que j'ai écrit dans le texte. Mais je peux te donner, ah bah tiens, oui, ça sera mieux. Ah oui, d'accord. Et alors le deuxième, oui, c'était un zombie. Ah oui, c'est le zombie. Un dragon, ouais, c'était un dragon. Ouais. Et qui lui dit: mais qu'est-ce que tu fais là enfin? Mais n'importe quoi, tu es tout seul, ta maman est partie, tu devrais rentrer. C'est l'heure où le zombie court, où le loup-garou est là, où brûle sous couillant. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et il dit: mais non, mais j'étais venu chercher ma flûte, je suis désolé, il faut que je rentre. Ah, tu joues de la flûte? Bon, eh bien, joue un air et je te laisse partir. Et donc il lui joue un air, Pélamanlou, Pélamoli. Et celui-là non plus n'était pas encore très méchant, donc du coup il le laisse partir. Donc c'est le deuxième avertissement. Et puis donc il continue. Alors là il commence vraiment à stresser, parce que bon, c'est la nuit, et puis il commence à faire de plus en plus tard. Et là un gros bruit se fait entendre. Et là c'est du vent, un grand coup de tonnerre, un tremblement de terre. Et là devant lui, c'était la bête. Waouh. Et la bête avec ses 7 queues. Et alors là, je vais vous lire le texte, parce que le texte parlera mieux que moi, parce que j'ai repris vraiment le conte. Puis il entendit un grand craquement, un grand désordre, comme un grand tremblement de terre. Et que vit-il? La bête à 7 têtes. Elle avait 14 yeux qui lançaient éclairs et tonnerres. Ses dents étaient longues comme des bambous de morne rouge. La queue faisait 7 fois la tour du corps, et derrière traînait encore sur 7 grandes yeux. C'était la fin. La bête ne pardonne pas, mes amis. Tout le monde la connaît.
Elle tourna autour de lui, parla, et ce fut comme un grand vent. Je fais une pause parce qu'il y a un petit truc. Oui, c'est là. Et donc la bête demanda au marmot, « Mais d'où viens-tu? Est-ce que tu es un mauvais sujet? Te trouver ici à l'heure où serpent ouvre son bal dans les bois, l'heure où zombie galope dans les halliers, l'heure où gambade loup-garou, ou brille sous couillant. » Pourtant, comme l'avaient fait les deux autres, elle demanda au marmot de chanter. Mais elle avait faim, un grand faim. Lui n'arrivait pas au bout de sa chanson. La bête l'attrapa de ses 7 langues et foira, elle l'avala, tout fut dit. La mère, au bon matin, ne trouvera pas le plus petit os à côté de la flûte, cause de tout le mal. Elle pleura, elle pleura. Donc le sort des petits entêtés, mon garçon, le voilà. C'est la morale de cette histoire. Voilà, c'est qu'il faut obéir et... il ne faut pas être trop têtu, en fait. Ouais. Quoi. Et donc c'est un peu le sort qui est réservé à Saint-Pierre, qui reste dans ses œillères à se dire mais non, tout va bien, alors que justement le sort gronde au-dessus de sa tête. Il y a déjà des avertissements au fur et à mesure, et la bête, c'est la montagne pelée, en fait. Ouais. Qui est implacable, et elle a beau ne pas vouloir tuer Saint-Pierre, mais c'est ce qu'elle fera forcément parce qu'elle est dans sa colère, quoi. Et c'est 2800, c'est combien de morts, l'éruption de la montagne pelée? 28 000, 30 000, ouais, à peu 30 près, 000 morts instantanément. Hein. Oui, c'est ça, en moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes. Et puis après, il y en a eu encore un peu plus qui se sont ajoutés dans les autres éruptions. Mais oui, c'est une histoire très intéressante et qui... pour moi, si j'ai voulu raconter cette histoire, c'est aussi parce que je trouve qu'elle a un écho aujourd'hui où cette histoire à l'époque, justement, les gens... Bon, c'est une histoire humaine, alors on dit souvent, oui, alors ça c'est les histoires c'est les on-dit en fait beaucoup, qui subsistent encore aujourd'hui. C'était la faute du gouverneur parce qu'il a empêché les gens. Oui, il y avait les élections. Il y avait les élections, c'est vrai, il y avait les élections législatives. Mais le gouverneur est effectivement venu à Saint-Pierre pour rassurer les gens parce que le maire l'a appelé, en fait, le maire de Saint-Pierre, en lui disant mais ça va pas du tout, là la ville commence à friser l'anarchie parce que les gens commençaient, ça faisait 2 semaines qu'il y avait des cendres dans la ville, ça montait, il y avait le climat des élections, enfin il y avait vraiment une grosse tension, c'était la crise en plus, et les gens avaient peur, mais les gens, alors déjà pouvaient pas s'évacuer tout seuls parce que prendre le bateau c'était donc la solution la plus commode, mais il y avait peu de bateaux, c'était des petits bateaux comme ceux qui vont à Trois-Îlets en fait, il y en avait 3 ou 4 qui faisaient la circulation jusqu'à Fort-de-France. Donc c'était les plus riches en fait qui pouvaient prendre ça et ceux qui en avaient envie. Alors il y avait les routes pédestres, donc certains ont fui, en fait il y en a quelques-uns qui ont quand même fui la ville. Vers le Morne-Rouge, vers la Jopa-Bouillon. C'est ça exactement, c'était la seule route. Alors il y avait des petits chemins vers le Carbet, mais c'était quand même pas très praticable. Comment dire, alors il y a aussi d'autres gens en fait qui se sont réfugiés à Saint-Pierre, qui venaient des villages alentours parce qu'ils pensaient que Saint-Pierre c'était la ville, parce que dans les villes au-dessus, c'est-à-dire le Prêcheur ou Sainte-Philomène ou les petits bourgs en fait qui étaient là, eux ils sentaient vraiment la chose venir. Il y avait déjà des éboulements, il y avait des coulées de boue, ils sentaient le soufre, ils disaient ça va pas du tout, il va se passer quelque chose. Puis il y avait une odeur. Il y avait une odeur, ça puait, ça puait depuis 2-3 semaines, ça sentait le soufre. Et du coup ils sont venus se réfugier à Saint-Pierre parce que Saint-Pierre c'était une ville de riches, c'était une ville en dur, la ville... Oui, c'est ça, la ville où vivaient les riches, donc il ne pouvait pas se passer un malheur en fait. Le malheur ne frappe pas les riches, donc ça c'est une citation que je mets. Mais donc du coup, ce qui fait qu'il y a peut-être eu 2000 personnes qui sont parties, puis 2000 qui sont revenues. Donc finalement, il y avait des réfugiés partout dans les rues, enfin, ça frisait l'anarchie, il y avait des pillards, il y avait des gens qui se bagarraient dans les rues suite aux élections, enfin, le climat montait en fait de manière très chaude et du coup, le maire a fait appel au gouverneur en disant il nous faut, si vous pouvez nous envoyer peut-être des soldats ou des gens, en fait, des policiers pour venir juste calmer. Il n'y avait pas encore de garde mobile, mais c'était presque ça. Voilà, mais en fait, le gouverneur a dit bon, écoutez, d'accord, je vais vous envoyer quelques personnes. Moi, j'arrive personnellement pour aller parler à la foule, pour essayer de calmer la chose. Et effectivement, il y avait les élections, donc il fallait que ça rentre dans l'ordre, mais il n'y avait pas que ça, il y avait quand même une ville à gérer. Et, comment je cherche le nom de ce gouverneur, Louis Moutet. Oui. Louis Moutet, qui venait fraîchement d'arriver en Martinique, mais qui était quelqu'un d'apprécié, qui était dynamique et quand même... mais qui était très... comment on dit il aimait la discipline en fait. Bon, voilà, c'était quelqu'un de très discipliné qui obéissait aussi au ministre des colonies en France qui lui disait non, il n'y a pas de problème.
Mais donc il est arrivé, lui, et il est mort aussi dans l'éruption. Hein. Il a essayé de calmer les gens, et ils ont décrété avec la commission scientifique qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais il y a aussi un problème plus intime en fait là-dedans, c'est que si les gens n'ont pas fui, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de croire en fait au malheur. Ils se pensaient pas que ça allait arriver. C'est pas possible de penser à l'imaginable. C'est comme si on nous disait ok, peut-être dans 2 semaines, là, il y aura peut-être comme on parle du tremblement de terre gigantesque qui pourrait submerger la Martinique. Ça empêche pas les gens de fuir, en fait. Mais peut-être le tsunami. On leur dit, voilà, il y aura un tsunami qui nous arrive dessus. Les gens, ils vont pas bouger. Hein. Ils vont attendre que ça arrive, quoi. Mais j'en suis sûr. Hein. Enfin, il y en a peut-être une poignée qui vont partir, mais les gens ils veulent se rassurer. D'une histoire comme la Martinique, d'accord, mais la planète, c'est pareil en fait avec ce qui se passe avec l'écologie actuellement. On nous dit on va droit dans le mur, ça va pas, mais les gens ils refusent d'y croire en fait, ou alors oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison, mais bon, c'est pas grave, on va continuer, on va faire continue, comme ça. On voit bien avec les États-Unis, on voit bien avec les autres qui polluent la planète. Voilà. On leur dit, ils disent oui, ok, on verra. Mais c'est bon, c'est une histoire. Il n'y a pas de. Enfin, si, il y a des solutions, mais c'est vraiment à chacun de faire des solutions, à chacun avoir la solution en nous. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est plus gros que nous, en fait, quoi. Et c'est un peu ça que ça raconte aussi, en fait, cette histoire. Et alors, donc, une fois que cette montagne, donc là, et donc, tu parles aussi dans le 2e chapitre, le Petit Paris, c'est la ville qui était Saint-Pierre. Oui, qui était le Petit Paris. Le Petit Paris, c'était aussi appelé la Petite Venise, enfin la Venise des Antilles, parce que ce qui était rigolo avec Saint-Pierre, c'est une ville très moderne. Alors déjà à l'époque, les rues étaient éclairées, il y avait un tramway hippomobile, donc avec un cheval. Il y avait, alors ça je l'ai appris en allant faire le Sea Paris Train à Saint-Pierre, mais qu'il y avait un marché couvert avec donc les bateaux là qui rentraient directement en fait pour vendre avec les barges pour décharger et tout. C'est ça. Donc à Fort-de-France aussi. Hein. Ah oui, ça je savais pas. À Fort-de-France, dans toutes les maisons, tu as une cour intérieure. Et quand tu prends la rue Saint-Louis, toutes les rues qui sont le long du bord de mer, le bac, les espèces de bacs arrivaient et déversaient toutes les marchandises. C'était le même principe de toutes ces rues. Comme ça, c'était pour permettre la circulation des canaux. D'accord. La petite Venise, quoi. C'est ça. En plus, Fort-de-France, encore plus que Saint-Pierre pour le coup. Ouais. Et donc, il y avait aussi quelque chose qui était important, c'est qu'il y avait il y avait de l'eau partout. En fait, on peut le voir. Excuse-moi, Lulu, il y a quelqu'un qui nous appelle. Je suis désolée. Je n'ai pas vu tout de suite votre appel. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, Hélène. Bonjour. C'est Hortense. Bonjour, Hortense. Ça va bien? Ça va, grâce à Dieu. Merci. Alors, après le chikungunya, c'était dur. Oui, le chikungunya, ça a tué chez Paris. Mais j'ai survécu aussi. Alors, je voulais dire simplement une histoire que m'a racontée ma grand-mère. D'accord. Ma grand-mère qui est née en 2003, après l'éruption. Sa maman est partie quelques mois avant, puisqu'il n'y avait pas de voiture comme maintenant, c'est pas au canot. Donc, ce qui fait, elle m'a dit que quand les gens allaient à la messe, les gens se moquaient du prêtre et envoyaient des petites pierres sur le prêtre. À Saint-Pierre, parce qu'on aimait beaucoup le carnaval. Et le prêtre donnait des instructions de faire trop de chaleur. Ce qui fait que le prêtre leur a dit, vous envoyez des pierres froides sur moi, des pierres chaudes tomberont sur vous. Mais eux, ils ne comprenaient pas ça, parce qu'il n'y a jamais eu de volcan en Martinique. Alors ils continuaient. Et puis le prêtre a vu ça, le prêtre est parti. Le prêtre a pris le bateau. Et le prêtre est au milieu de la mer quand il a vu l'éruption. Voilà. D'accord. C'est ça que je voulais. C'est un survivant de l'éruption, le prêtre. Voilà. Et tu n'as pas le nom du prêtre, Hortense? Voilà, mais non, je ne sais pas. Ma grand-mère n'était pas encore née. D'accord. Elle est née après. Donc c'est ce qu'a raconté sa mère. Dans ce temps-là, il y avait très peu d'écrits. Bien sûr. Voilà. C'est une chouette histoire. Et tu connais pas Hortense la chanson que Lulu a chantée? Ta grand-mère te l'a pas chanté cette chanson-là? La chanson. Non, pas la chanson, c'était un conte. Le conte.
Pélamanlou, Pélamanli. Pélamanlou, Pélamanli. Ah non, elle m'a pas dit ça. Tu ne connais pas. Donc, si quelqu'un connaît Pélamanlou, Pélamanlou, qu'elle nous appelle. Lulu, tu veux poser une question à Hortense? En tout cas, c'est une chouette histoire et j'ai justement un passage dans l'histoire où c'est un sermon d'un prêtre et si ça vous embête pas, j'aimerais bien intégrer cette petite anecdote que je trouve vraiment bien. Si ça t'intéresse, ça me fera un plaisir. Voilà. Merci beaucoup pour ta contribution. Ouais, c'est très chouette. Qu'il aime tout ce que tu fais, joli. Merci beaucoup. Même Dieu, tu es toujours gay. Alors, est-ce que tu as vu ma coiffure aujourd'hui, Hortense? J'ai vu une couronne. Tu as vu ça? J'ai vu une reine. Je suis une reine aujourd'hui. C'est ma reine. C'est Marie-Josée Coiffure et toute son équipe qui essaye de discipliner mon afro le vendredi. On te rend belle de jour. Oui, le vendredi seulement, du lundi au jeudi. Merci beaucoup, Hortense. Il n'y a pas de souci. Merci. On prend quelqu'un d'autre. Oui, allô? Allô, bonjour? Lulu dit allô. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Monseigneur de Formont. Monseigneur? Monseigneur de Formont. Monseigneur de Formont. Vous nous appelez d'où? Du Lorrain. Du Lorrain, oui. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre appel. On vous écoute. Non, je veux dire que l'ecclésiaste qui a dit que vous allez recevoir des pierres chaudes. Oui. C'était Monseigneur de Formont. Ah, d'accord. Je vais noter. Je vais noter si ça vous embête pas. C'est incroyable, tout le monde connaît cette histoire. Donc vous connaissez cette histoire? Mais je connais cette pierre sur le bout des doigts et j'ai même monté une pièce de théâtre sur cette question-là. Alors, vous voyez. Et vous avez quoi? Vous avez monté une pièce de théâtre? Ah oui, j'ai écrit une pièce de théâtre sur cette histoire-là. D'accord. Lulu, et vous êtes prête? Vous êtes... Je ne suis pas prête, je suis enseignant. Vous êtes enseignant. Votre prénom? André. André. Et vous nous appelez du Lorrain? Oui. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors sur... Qu'est-ce que vous voulez sur Saint-Pierre? Alors, Lulu, c'est à toi. André, vous me dites? Oui. Donc, c'est Monseigneur de Cormont. De Cormont. C'est M-O-N-D. M-O-N-D. Alors, du coup, les gens venaient à l'église... Alors déjà, j'ai une première question en fait, parce que ça, j'ai pas réussi à trouver. Donc, si je suis à votre disposition, si ça vous intéresse. Mais il vous pose une question, André. Oui, j'écoute. Alors moi, je voulais savoir si à l'époque, il y avait une église pour les blancs et une église pour les noirs. Il me semble pas, il y avait quatre grandes églises à Saint-Pierre. Ouais. Et elles étaient fréquentées par tout le monde. D'accord, ok. Il me semble. Il n'y avait pas de ségrégation? Non, à ce niveau-là, non, il me semble pas. D'accord. Et alors, du coup... Tout le monde s'habillait pour aller à la messe. Non, je crois pas. Et du coup, ce que je trouve fou en fait dans l'histoire de ces pierres jetées aux prêtres, c'est qu'il y avait quand même un grand respect dû à la religion, non? Attendez, j'entends très mal. Vous pouvez parler plus fort? Oui, je dis qu'il y avait quand même un grand respect dû à la religion, donc... Ah oui, bien sûr, puisque vous savez que l'enseignement était assuré par les prêtres. Ah oui, et puis les gens étaient très pieux. Bah oui. Il y a un problème qui se pose à moi. Vous avez dit que lorsqu'il y a la fatalité, les gens ont du mal à réagir. Mais tout ça me paraît fou parce que même après le 8 mai, il y a eu l'émission du 30 août. 3 mois plus tard, il y a eu 2000 personnes de tuées. Donc la gestion de cette crise-là me paraît très particulière et mal assurée. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'éruption après qui a fait des morts, elle les a fait au Morne Rouge et à la Joupa Bouillon. À Joupa, Lorrain, oui. Oui, c'est là que le père Marie est mort, justement. Le père Marie est mort, là. Mais la question que Lulu posait, c'était... Oui, c'est comment les gens en arrivaient à lancer des pierres sur le prêtre, en fait. Comment les gens... Mais il y a eu ce qu'on appelle la fête Dieu, mais vous savez, les gens ont ridiculisé les fêtes, même déguisant un cochon à carnaval et tout, ça a été bien long, cette histoire-là. C'était pendant le carnaval, André.
Ah oui, pendant le carnaval. D'accord. Oui, ça change tout. Ça change tout. Oui. Ah oui. C'était les bois de carnaval, Ah oui, c'était toute la liesse, tout le déchaînement qu'on va retrouver bientôt. Ah oui. C'est ça. Qui fait que là, on est masqué, on est caché, on ne sait pas qui lance les pierres. Ah, oui. Mais bon, quand vous voulez, bon, ben, Eh ben, on prend rendez-vous et puis vous... Bah oui, eh ben, est-ce qu'on peut... André, est-ce que vous voulez laisser votre numéro de téléphone, vous voulez le laisser à la régie Oui, pour que Lulu puisse rentrer en contact avec vous? absolument. Ah, Eh c'est ben, chouette, ouais, très bien. eh ben, merci beaucoup Lulu et puis restez avec nous. Oui. Hein, c'est chouette. Est-ce que vous ne le félicitez pas qu'un jeune homme comme ça vienne? Très bien, c'est-à-dire que pour comprendre ce sujet-là, il a parlé de Georges Renan, c'est-à-dire qu'il y a Gadu Leroy aussi, le seul qui a traduit le livre Kejan en français. Ah, d'accord. Qui est le seul, mais et puis il y a Georges S., un journaliste Jean S. américain qui était sur les lieux, parmi les premiers à être sur les lieux. Jean Et S. qui avait dit que l'histoire de Sibari était un canard pour C'est ça. allonger les gens. Exactement, j'en parle aussi dans l'histoire. Bon, mais alors 0696 06 96. 97 65 71. J'ai pas compris. Après 0696 97 97 65 71. 65 71. Ouais. André. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, hein. Je prendrai sûrement C'est contact très bien avec ce que vous faites. Il y a beaucoup de travail possible à faire sur ça, mais à un certain moment, j'ai même pensé à cette histoire de bande dessinée. Mais il y a pas mal d'histoires. Lorsqu'on connaît bien l'histoire de Saint-Pierre, on peut monter pas mal d'histoires autour. Oui, il y a des gens qui écrivent des romans et qui ont l'art de monter des histoires sur la vérité. À partir, quand vous lisez, si vous ne connaissez pas bien l'histoire, parce qu'il y a un livre que j'ai lu sur Saint-Pierre, c'est un roman, Oui. où lorsqu'on connaît la date de naissance de Sibari, le rôle qu'on lui donne dans le livre, on se rend compte que ça ne correspond pas du tout à son âge. C'est ça. Mais il y a beaucoup de choses en fait. Mais qui détient la Et vérité? puis il y a beaucoup d'écrits sur Saint-Pierre. Il y a beaucoup de romances. Et puis bon, où il faut démêler le vrai du faux. Oui. Notamment pour l'autre survivant, le cordonnier compère, Léon Compère. C'est ça, oui. Donc il y a à prendre et à laisser. Mais c'est pareil, oui, l'histoire du cordonnier, c'est quelque chose. J'ai voulu en parler, puis je savais pas si j'en parlais. Mais il n'y a pas que faut en ça. parler Il y a parce que aussi je ne savais même pas qu'il y avait le deuxième. Afrida, la petite en fille. fait. Comment? Et puis, il y a d'autres survivants. Oui, il y en a d'autres. Ces deux-là. Il y a aussi dans la baie, il y a pas mal de marins. Il y a pas mal de gens. Oui, oui. Et puis, la prochaine fois que vous faites un truc sur ça, essayez de parler d'un personnage clé dans l'affaire qui est le professeur... Gaston Land. Le professeur Gaston Land. J'en ai un. À mon avis, c'est un personnage essentiel. C'est un des personnages principaux de l'histoire. Quand on va se revoir, on va mettre tout ça à plat. D'accord, ouais, ça marche. Bon, eh ben, André, nous cabaillant-il en main parce que c'est. Ouais, c'est très bien parce qu'il faut déjà le faire. Donc, quand est-ce qu'il sort ce document-là? Dans 1 an. Parce que vous savez, en ce moment, à la fin du premier trimestre, du deuxième trimestre, la semaine du 23 au 27 mars, ce sera la semaine des géosciences, des sciences de la Terre. D'accord. Et c'est dommage si ce plan sortait tout de suite là, ça aurait pu servir de document pour les élèves. Par contre, moi j'ai écrit une histoire de Saint-Pierre en créole qui s'intitule Démo 4 paroles en les Saint-Pierre. D'accord. Parole autour du Montpellier, vous pouvez trouver ça à la librairie antillaise. D'accord. Démo 4 paroles en les Saint-Pierre. Parole autour du Montpellier. D'accord. Eh bien, André, merci beaucoup. Et Merci puis, beaucoup, hein. Lulu rentre en contact avec vous et puis restez avec nous. Il n'y a pas de problème. Merci encore de nous suivre. Merci. Merci beaucoup. Ben, c'est 2 mots, 4 paroles en lait Saint-Pierre. D'accord. Les mots 4 paroles, on est Saint-Pierre. Ok. Mais
Mais je ne savais pas qu'il y avait un deuxième. Oui, alors il y en a un qui s'est manifesté un peu plus tard, en fait, qui a fait un témoignage qui a été utile apparemment à M. Lacroix là, pour faire ses. M. Lacroix, c'est le savant qui est venu après pour la montagne. Oui, c'est lui qui a écrit le gros livre Les éruptions de la montagne Pelée, en fait, et c'est à lui qu'on doit toute la vulcanologie moderne et le principe de nuit ardente, en fait, qui a étudié le volcan. Et donc du coup, Monsieur Léandre Compère, c'est un peu un personnage un peu mystérieux, mais qui était cordonnier et qui a réussi à s'échapper, en fait. Enfin, disons qu'il vivait aussi au même endroit, je crois, plus ou moins que la prison, enfin derrière le Morne-Abel. Et du coup, sa maison était un peu protégée. Et il a quand même vu, dans son témoignage, il dit qu'il voit sa famille venir chez lui, mourir devant ses yeux, et que lui était en train de brûler, il s'est jeté sous une épaisse table, et c'est ça qui l'aurait protégé pendant que sa maison brûlait. Il a perdu connaissance et il s'est réveillé 5 minutes après, et il est parti en titubant vers Font-Saint-Denis, où il a fini sa vie. Donc ça, il raconte ça après, en fait, mais des années plus tard, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas été trop... c'est pareil, on en parle parce qu'il a fini chez Barnum, donc du coup forcément il est devenu célèbre, mais Léandre on en parle un peu moins. Mais après il y a eu d'autres survivants, il y a des légendes aussi, il y a des légendes des marins militaires, mais ça je me suis pas trop intéressé là-dessus, mais c'est plutôt sur la petite fille, une petite fille espagnole qui aurait été retrouvée, elle a entendu l'éruption et puis alors elle s'est précipitée dans une barque, elle a été retrouvée dans une grotte. Mais bon, son témoignage tenait pas vraiment l'histoire. Et puis d'ailleurs, on ne sait même pas si elle a vraiment existé, cette petite fille. Il y a aussi tous les marins qui étaient dans la baie, en fait, qui eux, par contre, ont pu être repêchés. En fait, il y a plein d'histoires. Si Paris c'en est une parmi tant d'autres, mais c'est pour ça que je dis que c'est un prétexte pour raconter beaucoup de choses. Et donc, comme il parle justement, André, de M. Gaston Land, qui était le professeur, qui est un personnage clé de l'histoire, parce que c'était vraiment l'homme de science de l'époque qui était le plus proche de savoir, en fait, qu'il y avait cette éruption qui arrivait. Et c'était en plus quelqu'un qui connaissait et qui adorait la Martinique, un des seuls à avoir sûrement découvert la Martinique à pied, en fait, parce qu'à l'époque personne ne marchait quasiment, il y avait quasiment peu de routes. Alors les seuls qui marchaient c'était les macanes, donc les femmes qui marchaient pour aller chercher des herbes ou des légumes ou qui venaient des villages vendre à Saint-Pierre en fait leurs produits. Mais à part elle, il y avait ce gars-là qui a fait justement qui était donc directeur du jardin botanique de Saint-Pierre et qui était professeur au lycée public et laïque de Saint-Pierre. Le lycée qui s'appelait le lycée... oui, laïque, c'est ça, il s'appelait le lycée laïque. C'est ça, il me semble. Mais en tout cas, c'était pas le séminaire, c'était pas le lycée... Bon, c'est le lycée laïque. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'était vraiment un homme, un érudit, quoi, et qui lui est mort, en fait. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à convaincre le gouverneur, peut-être parce que c'était une bonne patte aussi, peut-être que lui aussi s'est laissé convaincre, parce qu'il n'en était peut-être pas complètement persuadé, ou peut-être parce qu'il aimait sa vie, on ne sait pas trop, en fait. Donc, quoi qu'il en soit, il est mort dans sa baignoire. Parce qu'en créole, on dit que la mort a une cause et que c'était leur jour. Oui, c'est ça. Non, mais il y a sûrement une raison derrière tout ça, en fait. Ouais. Parce qu'il a été... Qu'on ne meurt qu'à son heure. Oui, voilà, ouais. Bah, comme beaucoup, là, à cette époque-là. Ouais. Oui. Mais, ouais, il a peut-être... je pense que c'est quelqu'un qui devait peut-être pas avoir assez de tempérament, en fait. Et du coup, le maire de Saint-Pierre, après le gouverneur, n'ont pas arrêté de lui dire qu'il y avait peut-être des raisons, peut-être supérieures à ça, et que bon, les humeurs du volcan, ça va bien 5 minutes, mais bon, il y a aussi d'autres choses à gérer, et puis... Et voilà, bon, chacun sa responsabilité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont partis à pied aussi, hein, beaucoup de gens qui ont déserté les habitations parce que eux, ils sentaient les grondements, ils sentaient ces odeurs de soufre et ils disent il va se passer quelque chose, nous on s'en va. Oui, alors parce qu'eux, ils n'avaient rien à sauver comme meubles et autres, hein, voilà. Sinon que leur peau. C'est ça. Mais alors il y avait ces gens-là, mais donc du coup ils ont été 2-3 000 en fait, ce qui est peu finalement. Bien sûr. Il y en a eu 2-3 000 d'autres qui sont arrivés pour se réfugier dans les rues. Ce qui fait aussi qu'après, après cette éruption-là, Fort-de-France, c'était une catastrophe parce qu'il y avait plein de réfugiés en fait de partout. Et du coup, le gouverneur suppléant qui n'arrivait pas à gérer en fait l'île parce que c'était pas son boulot et qui se retrouve avec une ville complètement surchargée. Et du coup, à Fort-de-France, c'est pareil, ça commençait à être la crise parce qu'il y avait des gens partout, des gens qui étaient déracinés, qui étaient plus chez eux,
parce qu'on a quand même évacué tous les gens du prêcheur, il y avait quand même eu pas mal de réfugiés avant de Saint-Pierre aussi, et ils se retrouvent à être dépendants des aides nationales, et puis alors, il y a eu une espèce de climat de tension qui s'est monté entre les Foyalais et les réfugiés, et puis eux ils avaient qu'une seule envie, c'était d'entrer chez eux. Donc au bout d'un moment, en fait le gouverneur suppléant, il a dit bon, renvoyez les gens chez eux, maintenant c'est bon, le volcan a craché, hop, c'était toujours été le même problème en fait, renvoyez-les chez eux, tout va bien, et en fait ils sont venus chez eux, et puis pouf, ça a recraché, et il y a eu 1500 morts de plus au mois d'août. C'est ça. Juste après, en fait, entre la Joupa-Bouillon et Morne-Rouge, et après ça a continué, ainsi de suite. Enfin, c'est quand même incroyable, l'histoire se répète sans arrêt, quoi, donc il faut faire attention. Et alors il y a une autre histoire aussi, c'est que après ça, ils ont monté quand même l'Observatoire du Borne des Cadets, donc qui a été en place pendant 20 ans, je crois, et au bout de 20 ans, il n'y avait pas eu d'éruption, donc ils ont dit bon, c'est bon, on arrête l'observatoire. Et puis en 1932, boum, on va mettre un observatoire, on va le mettre jour et nuit maintenant. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est surveillé jour et nuit, voilà, et que le jour où ça va gronder, on saura très rapidement. Ah oui. Ouais. Faut arrêter. Et alors, on continue avec la suite, donc on va voir sur la bande dessinée, on va voir sur la planche. Je vais me rester un petit peu, merci. Donc on a, ça c'est la première, c'est donc la Cyparis. Donc on a déjà vu celle-là. Là c'est justement le conte, le Yékri qui écraque. Donc qui va changer, hein, ça c'est. Là c'est la montagne qui explose, c'est le monstre, hein, là. Hein? Ça c'est toujours le premier chapitre, c'est toujours en fait, le premier chapitre, mais bon, c'est vraiment une introduction, quoi. Après ça se passe à Saint-Pierre. Là j'ai pas d'image de Saint-Pierre là précisément, mais j'en ai chez moi, j'en ai plein. je suis en train de m'y mettre là. Donc d'ailleurs j'en profite pour faire passer une annonce. Oui. Demain, en fait, se tient au Marin un grand marché artisanal dans lequel donc j'ai un stand où je vends mes cartes postales et des cartes de Martinique. Mais tu n'as pas amené tes cartes postales là, Lévi? Si. Mais j'expose aussi mon travail en fait en cours, donc j'aurai quelques planches originales. Ah d'accord, on pourra voir tes planches. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 05 96 71 27 07. Et merci, on a vu avec André et Clémence, ce sont des personnes ressources pour Lulu qui nous fait un travail sur Saint-Pierre. J'ai des dessins sur Saint-Pierre. Ouais. Et alors, quand tu dessines, parce qu'ils sont magnifiques ces dessins. Merci. Donc, c'est à l'encre de Chine? Oui, c'est la plume et à l'encre. À plume et à l'encre. Et est-ce que tu t'inspires de cartes postales? Parce que là, on voit la maison du commerce. Tout à fait. Tout à fait. Je m'inspire de toutes les images que je trouve, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal. Mais je peux faire que ça, en fait, m'inspirer des tu peux pas images. Inventer, bien sûr. D'ailleurs, c'est aussi un des personnages. En fait, Cyparis, c'est une histoire où il y a... Enfin, mon histoire, en tout cas, c'est une histoire où je regroupe beaucoup de personnages de cette époque-là, dont Cyparis, qui prend vraiment son importance après l'éruption, parce qu'il y a quand même un après, un avant et un après, et il y a plusieurs destins en fait qui se croisent et s'entrecroisent durant l'histoire, dont le photographe des cartes postales, qui est un des personnages aussi qu'on voit, qui prend des photos, qui a survécu aussi, qui a fui au Carbet juste un petit peu avant, et qui finalement a légué en fait tout un patrimoine visuel. Donc Alfred Lacroix, c'est le médecin? Alfred Lacroix, c'est le gouverneur? Non, Alfred Lacroix, c'est le scientifique qui vient en fait après. C'est le scientifique. Il y a une rue qui porte son nom à Saint-Pierre aussi. Donc c'est lui qui fait tout un livre qui, je pense, à la bibliothèque Schulcher, un énorme pavé en fait scientifique sur les éruptions de la montagne Pelée. D'accord. Voilà, ça c'est les cartes. D'accord. Et comment? Mais les gens, ils étaient déjà sexy comme ça, Lulu?
Ah bah j'imagine que oui. En fait, après j'ai envie de recréer des choses. En fait, ce que j'aimerais, c'est en parler aussi pour que ça soit accessible. Donc, je vais pas faire un ouvrage historique au sens propre du terme, c'est-à-dire avec des dessins très sérieux, très réalistes, avec un truc ça s'est passé comme ça. Non, j'aimerais que ça soit accessible et que tout le monde s'y reconnaisse aussi un petit peu, puisse s'identifier au personnage, qu'il y ait de l'humour aussi, parce que on est en Martinique, on rigole aussi, et ça n'a pas toujours été un drame. En fait, ça a été un drame le jour J, mais il y a aussi les avant et les après, les relations entre les personnages, et puis parce que voilà, je pense que je suis comme ça, j'ai pas envie de faire un ouvrage trop sérieux en fait. Et on voit là toujours devant le commerce, là. Non, c'est pas la maison du commerce, là c'est au port. Je peux la regarder, tu vois à l'écran. Ah oui, il y a une caméra derrière. Oui, c'est les douanes en fait. C'est les douanes. Ouais. Et là, les barriques et tout, mais c'est vachement réaliste ce que tu dessines quand même. Oui, alors mais ça c'est des études en fait. Donc après, oui, ça va être plus ou moins réaliste. C'est-à-dire que ça sera quand même réaliste, oui, dans les formes, mais après, bon, c'est quand même stylisé. Les personnages seront un peu plus stylisés. Et là, c'est vraiment des recherches en fait, quoi. D'accord. Il y a peut-être un côté un peu plus cartoon, je pense, dans les personnages après. Mais bon, ça n'en reste pas une BD comique non plus, mais il y a quand même de l'humour. Et alors, l'univers de la BD, ça concerne qui? Est-ce que les grands lisent des BD? Quand on entend BD, on pense plus... Ah oui, alors ça c'est un problème justement, parce que moi je trouve que en fait c'est un peu comme l'animation. C'est que la BD, pour moi la BD c'est vraiment un super moyen de communication qui s'ouvre de plus en plus en fait à plus en plus de gens. C'est vrai que les gens ont tendance à prendre la BD comme c'est Astérix et puis Mickey quoi. Ouais. Mais c'est pas que ça, non. Il y a énormément de choses qui se font. Il y a aussi de la BD reportage en fait qui se fait et il y a une BD qui s'appelle Moss, qui est assez vieille maintenant, mais qui est un témoignage sur la Shoah en fait, qui est raconté par un petit-fils de juif, et c'est super en fait, et c'est fait avec des petites souris, des petits chats. C'est une BD qui a eu le prix des journalistes, comment il s'appelle? Là, dernièrement, à Angoulême. Non, c'est vieux, mais bon, c'est quand même, c'est un super moyen. M-A-U-S. M-A-U-S, ouais. D'accord. De Art Spiegelman. Art comme A-R-T, Spiegelman, S-P-I-E-G-G-E-L-M-A-N. Où trouve S-P-I-E? S-P comme Pauline. S-P. I-E-G-G-E-L. G-E-L. M-A-N. M-A-N. Et elle a eu le prix Pulitzer. C'est la seule BD qui a eu le prix Pulitzer. Et c'est vraiment une belle œuvre quoi. Oui. Mais il y a beaucoup de, maintenant ça se fait de plus en plus aussi, la BD documentaire, la BD pour raconter de la politique, de la science, du reportage, et il y a de l'image en fait, donc c'est chouette. On prend un appel, Lulu. Pardon. Oui, bonjour. Allô, bonjour, merci. Je suis désolée, j'ai pas vu l'appel. Donc si vous voulez bien nous rappeler. Donc Lulu, tu disais donc que la BD, on peut parler de sciences scientifiques, on peut aborder tous les sujets. Ouais, c'est ce qui se rapproche le plus du cinéma en fait. Et du coup, c'est facile à lire. Ça peut être facile à lire comme ça peut être difficile aussi, mais en fonction du graphisme, de la narration, on peut raconter n'importe quoi. Et maintenant, le format se développe de plus en plus. Donc là, je fais une BD de 250 pages parce que je pense que ça mérite 250 pages. Ouais. Mais on appelle ça un roman graphique, c'est-à-dire c'est une grosse BD et qu'on va prendre comme un livre. C'est-à-dire qu'on va en prendre un bout. En plus, je la découpe en chapitres. Donc bon, bah, tiens, ce soir je vais lire le premier chapitre, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. On la prend et on la lit pas en 20 minutes quoi. Ouais. Mais et puis avec les dessins, on rentre dans l'histoire plus facilement, c'est plus accessible. C'est ça. Ouais, bah c'est moins rébarbatif que 250 pages d'un livre. Les gens regardent un livre de 250 pages. Ouais, mais c'est pas le même effet parce que là on peut imaginer, là c'est pas le même langage en fait. C'est vraiment deux choses différentes quoi. On peut pas raconter les mêmes choses, et puis bon, après, il y a vraiment quelque chose, on peut jouer sur le mouvement, sur plein de choses, sur le rythme en fait. Sur les sons, sur les sons, sur beaucoup de choses quoi. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Mais... Et donc, tu nous dessines une classe là, c'est une classe avec Réunion, Monsieur Philomène, Dieu. Ah oui, bah c'est justement avec la classe de Gaston Land en fait. D'accord. Du scientifique qui explique un petit peu quelles sont les connaissances par rapport au volcan, qui explique à ses élèves
c'est au début de l'histoire, il explique... qu'est-ce qu'il explique Il déjà dit qu'elle était endormie. Voilà, c'est ça. Il dit que... Ouais, en fait, il explique les connaissances, c'est pour expliquer aux lecteurs les connaissances actuelles qu'ils ont à propos des volcans. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ne savaient pas non plus que le principe de la nuit ardente, donc des gaz qui descendent le long de la pelée pour détruire la ville, ils ne connaissaient pas. Pour eux, tous les volcans, c'était de la lave. Donc en fait, il y avait déjà des études de fait qui avaient déterminé ce type de Ce type péléen, donc le volcan péléen avec... Mais qui n'avait pas été arrivé jusqu'en Martinique. Donc du coup, il n'était pas au courant. Et pour lui, c'était bon, le cratère étant à 6 km de Saint-Pierre, en plus il y a le Morne Lénard qui protège, les coulées vont tomber dans le lit de la rivière Blanche et il n'y aura pas de problème. Mais c'était sans compter que c'était pas du tout ce type de volcan. Que c'était un volcan péléen avec des bombes et surtout la nuit ardente qui a brûlé et les gens... Tu as vu le film Begin? Oui, tout à fait. C'est un très bon film, les images sont magnifiques aussi dans ce film. Et à la fin, on voit bien justement l'ambiance brumeuse dans Saint-Pierre. Et ça, c'est vrai que la Martinique connaît un hiver en fait pendant une semaine, 12 jours. C'est ce que je dis à un moment dans le livre, mais ça doit ressembler à ça, un hiver métropolitain. C'est une vieille femme qui dit ça en regardant dehors, parce que les gens marchent, ils se couvrent comme ça, ils se couvrent le visage, c'est tout gris, c'est tout feutré, puis ils marchent dans la cendre, ça fait des traces. Et du coup, tout devient triste, en fait, très gris. La Martinique est si colorée, elle devient toute grise et sans couleur. Et ils ont connu ça pendant 2 semaines, en fait. Et quasiment. Et alors, ce qui est intéressant aussi, alors ça rentre dans le domaine de la symbolique, mais c'est que la nuit, avant le 8 mai, donc du 7 au 8 mai, la ville était sous des couches de cendres pas possible, et il y a eu une grosse tempête, enfin une grosse pluie qui a tout lavé les rues. Donc Saint-Pierre était lavé en fait de ses cendres juste avant de mourir, quoi. D'accord. Elle était neuve, quoi. Donc les gens se sont dit, bon voilà, il n'y a plus de cendres, c'est fini, ça fume plus. C'est ça, le 8 mai au matin, c'était un temps radieux et tout était lavé, quoi. Et puis pouf. Donc c'est le calme avant la tempête. C'est ça. Ok. Alors Lulu, on continue avec tes cartes postales. Moi, je les adore. C'est gentil. Donc alors là, c'est les bofs qui veulent toujours draguer. Ouais, c'est un petit peu le principe. En Martinique, c'est vrai que la drague, c'est un sport national, quoi. Donc du coup, faut faire attention à sa doudou quand on la laisse sur la plage pendant 5 minutes, quoi. Et donc, elle lui demande, est-ce que c'est ton mari? Non, non. Et puis, quel dommage que ce soit pas ton frère. Oui, c'est ça. Voilà, on la voit là. Ok. Ouais, faut faire gaffe quand on va se baigner, quoi. Oui. Et après, ce sont les embouteillages. C'est incroyable ici, c'est le dépaysement immédiat. Hein? Les embouteillages, Lulu. Oui, voilà. En fait, le panneau que j'ai oublié, c'est la Martinique avance. Mais... Alors, par contre, Lulu, tu sais, j'ai pensé à toi, à cette carte postale, et aujourd'hui, il y avait un embouteillage de fou, hein, je sais pas, les deux sens. Et un truc que j'ai fait, j'ai quitté l'autoroute, j'ai pris par derrière, tu sais, vers la Ménard. Ah oui, d'accord. La Ménard, pour reprendre l'ancienne route jusqu'à Palmiste, et c'est magnifique. Oui, elles sont belles. J'ai vu un figuier maudit de toute beauté, et en fin de compte, au lieu de prendre tout le temps, téléspectateurs, cette route qui est bouchée, eh ben, à Palmiste, vous partez pour rejoindre Châteauboeuf et vous aurez un magnifique paysage. Oui, c'est vrai. Et puis c'est tellement plus agréable. Et avec eau frais et tout. Moi, je suis d'accord. Alors là, les cartes de la Martinique, donc... Ah oui, là j'en ai une plus grande. T'en as une plus belle? Oui. Ah oui. J'ai celle-là. Vas-y, donne-la-moi. C'est la même, mais avec les couleurs, en fait. Ouais. Et donc toi, tu dessines ça? Oui. Mon Dieu, tu savais comment elle est grande, il va falloir, je sais pas. Je vais en faire une plus grande où justement je voulais mettre les embouteillages. Donc, alors, on va la mettre comme ça. Voilà. Ouais. Donc là, on voit qu'elle est réactualisée ou bien c'est de l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui les invitations sont comme ça ou bien maintenant on n'est plus dans... C'est actuel en fait. Hein, c'est actuel. Plus actuel. Mais bon, après ça reste une interprétation. Hein, c'est pas... Elle est très très belle en couleur sépia comme ça. Donc c'est toi qui dessines tout ça? Tu as un coloriste qui revient dessus? Non, là je fais tout. Tu fais tout? Oui. Je fais appel à un coloriste pour la BD en fait parce que j'ai pas le temps clairement, mais là pour ça c'est moi qui fais. Et tu as fait le nouveau Malécon et tout, et la grande tour? Non, je sais même pas, tiens. C'est possible que si, en fait. Normalement, on est là. Mais comme je l'ai fait sur un tout petit format, mais je vais en refaire une très grande. D'accord. Vraiment plus actuelle.
Alors, on a... Ouf, c'est pas assez loin. Ah, ça c'est un manicou. Éviter un manicou sur la route prolonge sa vie d'au moins 6 secondes. Oui, voilà. En fait, je suis en train de lancer une grande campagne pour la protection des manicous dans les campagnes. D'accord. Et j'ai fait des autocollants aussi pour les voitures, justement avec le petit logo là, Protect the Manicou. Et comme ça, si on arrive à éviter les manicous, qui est quand même un petit peu l'animal local par excellence, c'est un petit peu notre petit singe de Martinique, quoi. Oui. C'est l'opossum, quoi. Et c'est dommage qu'on en trouve autant d'écrasés. Bah c'est ça. Bon, après c'est vrai que c'est pas très joli comme bestiole, mais, mais c'est attachant. Il ressemble à un rat. Ouais, un petit peu, ouais. Donc quand je pense qu'il se les gèle en métropole, n'y pense plus, chérie. Ching Ching. C'est ça, c'est Ching Ching? Oui, oui. Ou Toing Toing? Oui, c'est ça, c'est Ching Ching. C'est en quelle langue, Toing? Non, non, c'est Ching Ching. Ching Ching. Et bon, ben, je pense à ma fille Johanna, il fait moins 6, il paraît, aujourd'hui à Paris. Voilà. Donc, c'est très à propos. C'est très à propos. Ah oui, alors celle-là, je l'adore. Bon, alors ouais, c'est pas loin. Hein. Tu continues 150 mètres tout droit, ça va monter et redescendre. Tu prends la première, la deuxième, au troisième tournant. Ah, tu ne nous la montres pas. Tu tournes à droite. Avant la croisée, tu vas voir un manguier. Et tu vises l'arbre à pain au fond de la ravine. Après avoir traversé la rivière, tu remontes sur 80 mètres. Une fois passé la maison de Madame Marie-Sainte, tu prends la trace sur main droite et là, tu continues jusqu'au Giromont, c'est juste derrière. Ouais, ouais. Ce sont les indications qu'on donne aux touristes. Mais tu sais que, Lulu, que ça, je suis allée en France vers la Bretagne et tout, c'est les mêmes indications. Ouais, oui, ça m'étonne c'est tout droit, c'est tout droit. Non, mais dès qu'on connaît Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on peut voir celle-là? Voilà. C'est dans la commune où les touristes demandent leur chemin. Après, c'est vrai qu'ici, il y a un vocabulaire, un vocabulaire qu'on ne connaît pas en métropole. Qui est très imagé. Les Giromont, les arbres à pain, les gens, ils ne connaissent pas, quoi, en fait. Ils disent, c'est quoi les dachines, les ignames? Alors là. Bon, moi, ma préférée, c'est celle-là. Hein. C'est les différentes chips et leur signification. Alors, il y a le... Vas-y, Lulu, c'est à toi. Pour dire bonjour, on fait comment? Dans le chip? Ah oui. Ah, attends, mais j'ai pas assez bu. Il faut boire? Ah bon? Ah ouais, non, mais j'ai la bouche sèche à force de parler. Alors, ça c'est pour dire bonjour. Ouais. Et pour dire merci. Et bienvenue. Et je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'un agréable séjour parmi nous. Enfin, quelque chose comme ça. Ouais, mais à partir de maintenant, je vais envoyer celle-là. Je vais les envoyer à mon frère. Dis donc, je croyais qu'il était timide. Ouais, mais c'est le baptême du rhum. Ça, c'est quand les gens débarquent et puis qu'ils se mettent tout de suite dans l'ambiance. Ah, 3 verres de rhum au soleil, ça fait mal. Hein. 3 verres de rhum et c'est comme ça. Donc là, on a le remède miracle de la Martinique, sucre de canne, un peu en poudre, citron vert, un petit bout, beaucoup agricole de chez nous, tous les rhums. On assemble ça dans un verre et sans glace surtout. On remue avec une cuillère. Ah, ne pas remuer avec une cuillère. Ne pas remuer avec une cuillère, il faut remuer. Il faut tourner, c'est avec le poignet. Ouais. Et déguster, répéter l'opération si nécessaire. Voilà. C'est des cartes qui vont plaire, ça, aux touristes. Ça change. Ah oui, donc là, on retrouve la trace des capes qu'on avait vues tout à l'heure avec les... Avec les cactus. Les cactus. On reconnaît bien ces paysages. Après, justement, on voit que si tu aimes les chips, ouais. J'avais fait des autocollants pour les voitures. Ah oui, donc aussi on peut retrouver des autocollants. C'est que si comme ça, quand on double, hop, on les chip. Et la cascade couleuvre, elle est où la cascade couleuvre? Elle est juste à côté de l'Anse-Couleuvre en fait. C'est soit on prend à gauche et on va à l'Anse-Couleuvre, et soit on prend à droite, on marche 3 quarts d'heure, on arrive à cette cascade. Donc ça c'est au Prêcheur? Oui, tout au bout de la route, là où on ne peut plus rouler. D'accord. Donc,
Ok. Et puis on a les Salines, on a vue de la montagne du Vauclin, on a les grandes qu'on avait vues déjà en... Ah oui, les îlets de Sainte-Marie avec le tombolo. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très très beau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes quand ils viennent pas forcément à Sainte-Marie ou sur la montagne Vauclin ou je ne sais où, mais c'est des paysages qui sont magnifiques et qui font la diversité de la Martinique, quoi. Et les figuiers maudits de l'habitation Clément, le Morne-Vert, donc on retrouve la femme couchée, l'église du Mouillage à Saint-Pierre, on a tout ça. Les Anses d'Arlay aussi, donc toutes les cartes postales de la Martinique, la Seine au Carbet. Et ton coloriste, c'est un Martiniquais? Alors là c'est moi qui l'ai fait, mais pour la BD, c'est c'est un Martiniquais qui vient souvent ici. Il habite en métropole, mais il s'appelle Joël Cimarron en fait. Donc du coup là pour l'instant on commence tout juste à travailler ensemble. Et je l'ai rencontré par le biais de la Casabule en fait, qui le fait souvent venir parce que lui il a fait une bande dessinée sortie chez Gallimard qui s'appelle Couteau Chien. Et après il a créé son édition où il fait des contes mélangés en fait, où il a fait par exemple Barbe Bleue et Compère Lapin en fait. Il mélange des contes d'ici et de là-bas en fait, et ces éditions c'est Carrie Bensilla et c'est vraiment quelqu'un qui est né ici, qui a vécu à Fort-de-France ses jeunes années, et puis donc il est reparti en fait là pour le moment, il vit avec sa femme à Perpignan. Et c'est quelqu'un de grand talent vraiment, et qui je pense saura retranscrire en fait les bonnes ambiances de la Pelée, parce que c'est quand on lit les descriptions en fait de l'époque, les gens étaient entre la terreur et la fascination en fait par rapport à cette montagne qui tenait des couleurs pas possibles, des spectacles célestes avec des éclairs, et du coup c'était quelque chose de divin quelque part en fait, quoi, mais de grandiose, mais on ne savait pas si on avait peur, on était attirés, et donc je pense qu'il faut vraiment bien manier sa plume pour faire ça, donc lui je fais confiance complètement. D'accord. Alors on continue, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à la BD, qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais en parler longtemps, en fait. Après, c'est un gros travail. Après, moi, c'est sûr que dans l'idéal, je suis en train de monter des dossiers de subvention, mais que si un quelconque mécène voulait m'aider justement... dans cette caméra-là, fait appel au mécène. Donc, je compte venir voir les gens. Je sais que c'est pas forcément évident de s'adresser, de trouver les bonnes personnes, mais si quelqu'un est intéressé, en tout cas, pour m'aider à financer justement un coloriste, ça m'aiderait vraiment beaucoup en fait, parce que du coup, moi, je suis obligé de faire un travail à côté en fait, et je peux pas pleinement en fait me mettre à ma bande dessinée. Et c'est dommage parce que la bande dessinée, c'est justement un métier vraiment à part entière, qui est difficile, c'est long et laborieux, et c'est un métier comme les autres, mais qui est sous-payé, quoi, tout simplement, en fait. Donc voilà, donc je suis en recherche de fonds, de subventions, et donc bon, en échange du nom en fait sur la bande dessinée, et puis après ça peut se discuter, hein, mais je serais ravi de rencontrer même des gens qui ont des anecdotes aussi sur la bande dessinée, qui peuvent venir enrichir en fait le récit, et ça faut pas hésiter à me contacter. Est-ce que tu as un numéro de téléphone, Lulu? Ah bien sûr, c'est le 06 96 23 66 86. 06 96 23 66 86. Voilà. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Lulu sur son île. Et là, on peut voir aussi l'avancée des travaux. Donc, je pose des dessins régulièrement, que ce soit les cartes postales, mon blog BD en fait qui s'appelle L'île à Lulu, et les avancées de Siparis en fait en cours. Donc là, vous pouvez venir, vous mettez j'aime sur la page, comme ça vous serez tenu au courant en fait de l'avancée, et puis discuter en fait. Tous les avis sont bons à prendre, et puis moi je suis toujours content de rencontrer des gens, de dialoguer là-dessus, ça me passionne en fait, donc il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un de très ouvert, et donc j'attends vos remarques éventuelles. Et ça sera avec grand plaisir. Et donc demain aussi, vous pouvez venir au marché paille où j'ai un stand. Alors le marché paille, c'est où, Lulu? Donc c'est au Marin, c'est sur la place du marché. D'accord. Donc c'est un grand marché artisanal, marché de l'artisanat et de l'industrie locale,
où du coup là j'aurai un stand, j'aurai ma carterie en fait, donc j'ai toutes les cartes postales qu'on vient de voir, des autocollants, des posters, d'autres produits, et j'y exposerai aussi mon travail, c'est-à-dire mes carnets de croquis, mes quelques planches originales de Cyparis. Puis je serai ravi de discuter, il y aura des amis aussi qui vendent du poisson fumé, des calebasses, et on va faire de la musique. Enfin bon, ça va être très bon enfant, très bonne ambiance, donc c'est aussi l'occasion pour rencontrer des gens et puis pour discuter, passer un bon moment. Dégustation de rhum arrangé aussi par mes soins. Du rhum arrangé, tu es un spécialiste du rhum arrangé? Ah, j'aime bien. C'est quoi le rhum arrangé? Bah, alors ça dépend, parce que le rhum arrangé à la base ça vient de la Réunion, mais le problème c'est que le meilleur rhum est en Martinique. Hein, on le sait. Donc c'est pour ça qu'il l'arrangeait. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bon, après, moi ici on appelle ça plutôt des liqueurs, mais en fait j'aime bien mettre des fruits confits, c'est-à-dire du raisin sec, soit des abricots, du gingembre confit, ça c'est vachement bon. Ah bon? Avec cannelle et vanille. Et, alors attends, tu me donnes la recette parce que moi j'ai. Alors gingembre. Ouais, gingembre confit. Ouais. Gingembre confit. Donc il faut le rincer un peu parce que souvent il y a du sucre dessus, oui. Il ne faut pas que ça soit trop sucré. Okay. Couper une petite lamelle et puis le mettre dans une bouteille avec une gousse de vanille et de la cannelle. Oui. Et puis du rhum. Puis après laisser au soleil. Du blanc ou du vieux? Du blanc. D'accord. Gousse de vanille et cannelle. Ouais. Et puis c'est tout. Et après tu peux remplacer le gingembre par n'importe quel fruit sec. D'accord. Je dirais ça à mon papa qui adore mettre des pruneaux, mettre des trucs, je lui dirais. Voilà. Du gingembre confit. Ah ouais, c'est bon. Ça pique un peu, mais c'est bon. Ah, ça doit piquer fort, ça. Alors, Lulu, mais tu sais que je te parlais du crowdfunding. Oui. Si jamais tu peines à trouver des sponsors, le crowdfunding, c'est faire appel même sur Facebook, à tout le monde, hein, même avec 1 euro. Hein. C'est vrai. Avec une mise de 1 euro, eh ben, tu peux arriver à payer ton coloriste. Tout à fait, mais c'est vrai que j'y compte aussi. Mais c'est vrai qu'après, bon, c'est vrai qu'on est en Martinique, donc je voulais essayer de trouver des fonds locaux, en fait, puisque c'est une histoire locale, mais non, mais le crowdfunding, tu peux le faire avec des Martiniquais. J'ai une amie qui a édité un livre. On a mis 5 euros, on avait son nom au dos de l'ouvrage et on a réussi à trouver. Il te faut trouver combien d'argent pour payer ton coloriste? Bah, il faudrait que je trouve entre 5 et 10 000 euros. D'accord. Voilà, à peu près. Et après, bon, ce qui serait bien, c'est que je me paye aussi un petit peu, mais bon, ça, c'est subsidiaire. C'est-à-dire que déjà, si j'arrive à trouver un coloriste, c'est déjà bien. Le reste, c'est du bonus, quoi. Parce que bon, c'est vrai que ça engage des frais, mais bon, c'est pour ça que j'ai aussi mon entreprise de cartes postales et puis ça commence à bien marcher. Donc, après, voilà, je ne cours pas après l'argent non plus, quoi. C'est juste qu'il faut pour. Il en faut vivre, hein. Voilà. Il en faut pour vivre. C'est ça. Mais le minimum, c'est bien, quoi. Bien. Eh ben, donc. C'est quoi cette image? Ça, c'est justement ce que j'avais. Il y a quelqu'un au téléphone. Je suis désolée. Oui. Ah non, on me fait signe. Il y a quelqu'un au téléphone ou pas? Non. Oui, allô? Non. Alors, Lulu, donc on voit la dernière de couve, la quatrième de couve. Oui. La quatrième de couve. C'est pour rire, ça. Mais bon, c'était. Je la mets comme ça. Ah. C'est Help Cyparis Run Free, en fait, ça veut dire aider Cyparis à courir libre. Et donc après, j'ai mis Give la money. Bon, c'était le petit jeu de mots avec le rhum et puis la money, l'argent, quoi. D'accord. Bon, ben c'est le mot de la fin. Donc, aider Lulu à finir son livre, le coloriste. Et puis, mais oui, Lulu, hein, oui, mais je veux si pas, on peut t'aider. Je ne veux pas rester sur une note. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui court après l'argent. C'est juste que si jamais il y a des gens intéressés, bon, bah, qui me contactent, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je serais aussi content d'en discuter, en fait. Juste d'en discuter, en fait. Bon, eh ben, Lulu, merci d'être venu. Merci pour ce travail que tu fais, hein, parce que c'est un boulot. Depuis 1 an, tu dessines, tu fais des recherches, tu travailles. Tu travailles en moyenne combien d'heures par jour? Bah, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais bosser moins parce que j'ai aussi d'autres trucs à côté, et des jours où je vais bosser 12 heures dans la journée. 12 heures dans la journée pour dessiner, faire des recherches. Ouais, c'est-à-dire que de temps en temps, je le sens pas, alors je m'y mets pas, ça sert à rien, mais par contre, quand je le sens, je peux y passer la nuit sans problème, quoi. D'accord. Eh ben, Lulu, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir et de te consacrer cette émission. C'était partagé, merci beaucoup. Donc, elle va repasser mardi à 14h. D'accord. Donc, n'oubliez pas, allez voir sur Facebook. Vas-y, Lulu, c'est toi qui fais ta pub. Sur Facebook, Lulu sur son île. Et voilà, c'est ma page Facebook, Lulu sur son île, vous pouvez le trouver. Moi, c'est Lucas Valéry sinon. Mais Lulu sur son île, c'est une page où j'ai tout mon travail à peu près. Ou alors, le blog, c'est l'île à Lulu. Voilà. Et puis demain,
Au Marin. Au Marin. Au Marin, toute la journée en face du marché. Voilà. Genre un stand avec, j'ai une enseigne. Faut pas me louper. Alors, Lulu répond au 06 96 23 66 86. Alors, Lulu, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Merci à, que je reprenne mes petites notes, André, qui nous a appelés. Merci à Hortense. Merci à une meilleure mémoire que moi. Merci à Hortense, André et... C'est tout. C'est tout. D'accord. Et puis, merci à toute l'équipe de Marie-Josée Coiffure. Merci à Armel pour mon maquillage et ma coiffure. Et puis moi, je vous dis à mercredi matin. Donc, je ne serai pas aussi belle, mais le mercredi, c'est naturel. Merci. Merci à mes collègues qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Au revoir. Au revoir. Pays la joie,